Tout au fond de la Terre, des secrets reposent en silence, attendant cette excavation qui va tout bouleverser. Aujourd'hui, nous ouvrons les dossiers des anciennes créatures ailées, des animaux qui semblent impossibles, jusqu'à ce qu'une dalle de roche vienne contredire nos certitudes. Ces fossiles poussent les scientifiques à reconsidérer l'origine du vol, révélant un ciel préhistorique bien plus étrange et bien plus inventif que tout ce que notre imagination moderne peut suggérer. Le ciel ancien n'était pas seulement un théâtre pour les géants, c'était aussi une voûte. Couche après couche de pierre, des expériences conservées, des détours, des solutions créatives, un même problème. Comment quitter le sol et rester en l'air? Le vol préhistorique ne ressemblait pas à une route droite menant d'un animal incapable de voler à un vol parfait. Il ressemble davantage à un réseau ramifié de racines et d'impasses. La nature improvisait et de temps en temps, elle le faisait d'une façon qui pousse les experts à admettre « eh bien ça, c'est nouveau ». Oui, nous allons rencontrer les noms célèbres. Le ptéranodon avec une envergure proche de 7 mètres, planant au-dessus des mers anciennes comme un planeur vivant. Le Quetzalcoatl, ce géant qui aurait pu atteindre environ 11 mètres, assez grand pour paraître irréel, jusqu'à ce que vous vous souveniez que les fossiles, eux, sont bien réels. Mais l'histoire n'appartient pas qu'aux plus grands. Les espèces plus petites et les designs les plus insolites portent souvent les indices les plus importants, car c'est là que l'évolution teste ses idées avant de s'engager sur un modèle définitif. Des fossiles du Trias supérieur, il y a environ 220 millions d'années, laissent entendre que la vie aérienne aurait pu émerger très rapidement dès que les bonnes pièces anatomiques furent en place. Plutôt qu'une lente et douce montée vers le vol, les archives fossiles suggèrent une véritable explosion d'expérimentation. Un fossile clé est celui de l'Ixalératon, un proche parent des ptérosaures qui ne pouvait pas encore voler. Pourtant, son crâne laisse entrevoir de premières adaptations vers un futur aérien, une vision plus aiguisée, un meilleur équilibre et un système nerveux qui ressemble à un tremplin vers le vol véritable. Pendant longtemps, beaucoup de scientifiques supposaient que le vol réel exigeait un grand cerveau, semblable à celui des oiseaux. Après tout, diriger un corps dans un espace en 3 dimensions est compliqué. Mais les fossiles de ptérosaures compliquent cette idée. Ils semblent avoir volé avec succès en ayant des cerveaux plus petits que ceux des oiseaux modernes, en misant largement sur la vision et l'équilibre. En d'autres termes, la nature a construit un aéronef remarquablement efficace sans installer toutes les options premium. Et il volait quand même. Un autre indice réside dans les systèmes d'équilibre. Chez de nombreux ptérosaures, l'oreille interne et les régions du crâne liées à l'équilibre semblent calibrées pour la vie aérienne, même lorsque le cerveau global n'est pas surdimensionné. Moins de puissance de calcul, mais de meilleurs capteurs. Cela explique comment une créature pouvait virer, piquer et rouler sans disposer du traitement neurologique d'une mouette moderne. Et puis vient le décollage, le moment où la physique cesse d'être indulgente. Les preuves et les modélisations suggèrent que de nombreux ptérosaures s'élançaient comme des athlètes en utilisant leurs 4 membres dans un puissant bond, plutôt que de battre des ailes depuis une position stationnaire comme une poule maladroite. Imaginez un perchiste, mais avec des membranes. C'est un rappel que le vol ne concerne pas seulement les ailes. Il concerne tout le corps fonctionnant comme un système, du muscle jusqu'à l'os, avec une synchronisation sans tolérance pour l'hésitation. Ajoutez à cela une vue perçante, des os creux et léger, et une membrane capable de se plier avec le vent, et vous obtenez un voleur qui n'a pas besoin de plumes pour être élégant. Juste les bons outils. Viennent ensuite les anomalies anatomiques. Yixi, découvert en Chine, il y a environ 160 millions d'années, présente une configuration d'aile totalement différente des membranes classiques des ptérosaures. Il avait des doigts allongés soutenant une surface de peau étirée, plus un os étrange en forme de tige appelé élément styliforme, qui aidait à tendre la membrane et à donner forme à l'aile. Le design général a une saveur de chauve-souris, une surprise jurassique inattendu, surtout quand on a l'habitude de penser en catégories bien nettes. Au début, de nombreux chercheurs étaient sceptiques. Ces proportions de membres peuvent sembler maladroites sur le papier. Comment une telle créature pouvait-elle générer de la portance et se contrôler en plein vol? Mais les fossiles ont continué à répliquer. Les scanners, CT et les reconstructions pointent vers une surface aérodynamique fonctionnelle. L'hypothèse principale est que Yi-Ki s'appuyait principalement sur le vol plané, se lançant depuis les hauteurs et surfant sur les courants d'air plutôt que de battre continuellement des ailes. Une physique différente, mais la même destination, le ciel. Passons maintenant à l'Ambopteryx longibrachium, décrit en 2019 dans une région similaire. Là encore, on retrouve de longs membres antérieurs et une aile membraneuse, mais cette fois associée à des plumes primitives. C'est un hybride étrange, comme si l'évolution mélangeait les ingrédients de 2 recettes juste pour voir ce qui fonctionnerait. L'Ambopteryx était-il une expérience de courte durée ou une branche distincte avec ses propres règles? Les archives fossiles ne nous donnent pas de réponse. Elles nous donnent une énigme. L'échelle change tout. Revenons aux géants. Adzegopteryx, découvert en Roumanie, aurait pu atteindre une envergure d'environ 10 mètres, avec un long cou et un crâne conçu comme une poutre renforcée. Surtout, ses os des membres, notamment le fémur,
semble robuste, suggérant qu'ils pouvaient se déplacer avec assurance sur Terre. Cela est important car les anciens modèles traitaient parfois les ptérosaures géants comme étant presque purement aériens, comme s'ils étaient trop fragiles pour marcher. Adzegopteryx laisse entrevoir un mode de vie polyvalent, marcher, se nourrir, puis s'élancer dans les airs avec un décollage puissant. Il transforme le ptérosaure géant d'un cerf-volant fragile en un véritable athlète. C'est là que le débat scientifique s'échauffe. Des preuves comme celle-ci déclenchent une séquence familière. Doute, débat, modélisation et acceptation progressive. Des simulations en 3 dimensions testent les performances de décollage et de vol et de nombreux résultats pointent vers un vol plané efficace. Ces géants exploitaient probablement les courants thermiques, tout comme le font les rapaces modernes. Quand on est aussi grand, laisser l'air chaud ascendant faire une partie du travail n'est pas de la triche. C'est de l'aéronautique de bon sens. Pour les voleurs plus petits et leurs solutions inattendues, rencontrons Eudimorphodon, un petit ptérosaure d'Allemagne datant d'environ 150 millions d'années. Il avait une grande gueule, de grands yeux et des ailes courtes. Il chassait probablement des insectes en vol d'une façon qui rappelle les chauves-souris zigzagant au crépuscule. Pas de plumes ici. La portance venait de membranes flexibles étirées entre les membres, fines et délicates en apparence, mais extrêmement réactives. Les modèles suggèrent que ces membranes pouvaient changer de forme sous l'effet du flux d'air, créant de la portance en se courbant, un peu comme une aile d'avion flexible. Cette souplesse l'aurait aidé à tourner rapidement en poursuivant ses proies. Des découvertes dans la région arabique élargissent encore le tableau. La Lanca saharica, avec une envergure estimée à environ 5 mètres, avait des os d'ailes qui semblent élancés mais solides, compatibles avec un voleur actif capable de battements d'ailes puissants. Comparé à l'Arambourgiania Philadelphia de Jordanie, un ptérosaure bien plus grand qui aurait pu approcher les 10 mètres, les différences sont frappantes. Sa construction plus robuste suggère un vol plané sur longue distance. Les simulations indiquent qu'Alanka s'appuyait sur un battement plus fort pour le décollage et les virages rapides, tandis qu'Arambourgiania planait probablement comme un oiseau de mer, utilisant les vents côtiers et les thermiques marins pour voyager loin avec un effort minimal. Pour rendre cette diversité encore plus concrète, pensez à Tapejara, du Brésil, il y a environ 110 millions d'années, se déplaçant au-dessus d'une canopée tropicale avec une énorme crête se dressant de son crâne. Au premier regard, ça ressemble à du pur spectacle. Mais dans la nature, le clinquant est souvent aussi fonctionnel. Cette crête aurait pu aider à l'équilibre et au contrôle dans un air changeant, améliorant la stabilité lors des manœuvres. Placez Tapejara aux côtés des chasseurs d'insectes à ailes membraneuses, des géants planeurs et des hybrides étranges comme Ambopteryx, et le message est clair. Le vol préhistorique était un catalogue de solutions, pas un seul design répété. L'air lui-même avait des niches et l'évolution les a remplies. Et voici le point essentiel. Les fossiles récents démantèlent l'idée que le vol a évolué selon une progression linéaire et simple. Au contraire, on voit un réseau ramifié avec de multiples solutions indépendantes. L'évolution convergente en action. Différentes lignées ont fait face aux mêmes opportunités et ont trouvé leur propre façon de s'élever. Darwinopterus, de Chine, combinait une grande tête plus évoluée avec une longue queue plus primitive. Cette anatomie en mosaïque suggère que l'évolution ne remodèle pas toujours tout le corps en même temps. Parfois, elle améliore un module tout en laissant un autre dans une forme plus ancienne, comme si le schéma directeur était révisé par étapes. Le résultat est un écosystème aérien bien plus riche que ce qu'on imaginait autrefois, avec différentes espèces se taillant des rôles différents, et les signaux géographiques continuent de s'élargir. Mitunga cameroni, d'Australie, montre que les ptérosaures se sont répandus largement et se sont adaptés aux environnements marins. Et n'oublions pas Pterodostro, d'Argentine, ce ptérosaure doté de plus d'1 millier de dents en forme d'aiguille, formant un peigne pour filtrer sa nourriture. Les fossiles suggèrent qu'il filtrait sa nourriture dans l'eau, puis décollait et volait. Il est difficile de ne pas sourire à l'image d'un animal volant équipé de ce qui ressemble à un tamis intégré. Mais biologiquement, c'est brillant. Une stratégie d'alimentation spécialisée combinée à une mobilité aérienne, prouvant que le bizarre peut être extraordinairement efficace. Alors, où tout cela nous laisse-t-il? Avec une conclusion qui nous rend humbles. La capacité d'innovation de la nature est immense, et le vol préhistorique le met en évidence dans toute sa plénitude. Chaque fragment de fossile est une histoire de résolution de problèmes. Comment manger, comment bouger, comment survivre, et parfois comment dominer les airs. Et il y a encore tellement de choses qui attendent sous terre. Grâce aux scanners CT haute résolution, aux reconstructions numériques et aux simulations assistées par intelligence artificielle, les scientifiques peuvent désormais tester les performances de vol, les contraintes mécaniques et les mouvements avec une précision croissante. De nouvelles découvertes comblent des lacunes évolutives, et la diversité tardive des ptérosaures suggère qu'ils avaient encore des surprises à offrir jusqu'à la fin du Crétacé. Le passé, semble-t-il, a gardé ses preuves. Ces questions ouvertes sont ce qui donne à ce domaine l'allure d'une expédition en cours plutôt que d'un livre fermé. Alors, si vous guettez le prochain rebondissement, restez avec l'histoire, car chaque nouveau fossile est un rappel silencieux que le passé recèle encore des surprises, et que le ciel préhistorique n'a pas fini de se réécrire dans la pierre.